Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les engins militaires contrôlés à distance sont loin d'être une invention récente. C'est même plus ancien que le char. En effet, c'est dans la boue de la Première Guerre mondiale dès 1915 qu'apparaissent ce que l'on nomme alors les torpilles terrestres. La France est alors la première nation à développer ce type d'engin. Ainsi, la torpille électrique Aubry-au-Gabet et le crocodile Schneider doivent permettre d'amener une centaine de kilos d'explosifs jusqu'aux tranchées allemandes afin d'ouvrir des brèches dans le réseau de barbelés et de détruire les positions retranchées ainsi que les nids de mitrailleuses. Mais avec les limitations techniques de l'époque et le terrain chaotique de la guerre des tranchées, les essais opérationnels ne sont pas concluants. Et l'arrivée des chars en 1916 vient enterrer ces projets. Mais l'idée réapparaît avec la montée des tensions en Europe durant les années 30. Parmi les différents projets de l'époque, on trouve l'engin K de l'ingénieur français Adolphe Quégresse, connu pour être le créateur du système semi-chenillé Quégresse. Son petit engin explosif, commandé par câble, est destiné à attaquer la ligne Siegfried, notamment les obstacles anti-chars, les champs de mines, voire les bunkers. Les essais débutent au printemps 1940 et l'armée française se montre très intéressée, au point d'en commander immédiatement 12 000 exemplaires. Mais en juin, la France capitule. Pour éviter que les Allemands ne mettent la main dessus, Quégresse jette le prototype dans la Seine. Il sera cependant récupéré par les Allemands qui se montrent très intéressés par le concept. La Wehrmacht charge alors le constructeur automobile Karl Borgward de développer un engin similaire, capable d'ouvrir des passages dans les champs de mines, de détruire des bâtiments, des ponts ou encore des chars. Ce qui donnera en 1942 le Sonderkraft Fahrzeug 302, bien plus connu sous le nom de Goliath. Parfois qualifié de mine terrestre mobile, le Goliath devait être facile à transporter et peu coûteux à produire. Il est ainsi très compact et simple. La première version, le SDKFZ 302, mesurait 1,50 m de long, 85 cm de large et 56 cm de haut pour un poids de 370 kg. Avec une garde au sol de seulement 11 cm, sa capacité de franchissement était limitée à des obstacles d'environ 60 cm. Reprenant directement l'idée du prototype de Quégresse, sa motorisation est entièrement électrique. Chaque chenille est entraînée par un moteur Bosch de 2,5 chevaux monté à l'avant derrière les barbotins. Ces deux moteurs lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h sur route. Ils sont alimentés par deux batteries de camions rechargeables de 12 volts branchées en série et logées dans les compartiments latéraux arrière. Cela lui donne en théorie une autonomie d'environ 1500 mètres sur route, divisée par 2 en tout terrain. Une autonomie déjà limite et encore réduite selon les conditions météorologiques, particulièrement le froid. Pour ne rien arranger, une fois les batteries vides, il est impossible de le pousser ou le tracter. Il fallait alors utiliser un chariot spécial pour le déplacer. Ce chariot ne pouvant pas être attelé à un véhicule motorisé, le Goliath devait être transporté à bord de camions ou fixé sur un char pour le transport longue distance. Son encombrement et son poids expliquent qu'il était mis en œuvre par 2 hommes. Concernant le contrôle à distance, il existait déjà des engins télécommandés par radio, comme les expérimentations soviétiques des téléchars, les essais français sur les Renault FT modifiés en 1940, ou encore les travaux allemands sur le Borgward 4. Mais cette technologie restait encore beaucoup trop encombrante et coûteuse pour un engin aussi compact et à usage unique. Ainsi, comme les torpilles terrestres de la Première Guerre mondiale ou le prototype de Quégresse, le Goliath est commandé par câble. L'opérateur utilise un boîtier relié à l'engin par un câble de 650 mètres enroulé sur un tambour à l'arrière. Ce système permet de le diriger et de déclencher sa charge explosive de 60 kg placée dans le compartiment central. Bien sûr, comparé aux drones kamikazes actuels, le Goliath ne possède aucune caméra. Pour l'anecdote, les Allemands ont bien testé le télépilotage radio sur le Borgward 4, mais sans succès. L'opérateur devait donc garder en permanence une vue directe à la fois sur sa machine et sur sa cible. Vous remarquerez également les bandes blanches à l'arrière. Elles servaient de repère visuel pour aider l'opérateur à connaître son orientation. Quant à la sorte de pare-choc arrière, il servait en réalité à guider le câble afin qu'il ne s'en mêle pas ou ne se prenne pas dans les chenilles.
Enfin, le Goliath était protégé par un blindage de 5 mm, censé empêcher une détonation prématurée si l'ennemi tirait dessus. En réalité, c'était si faible que la moindre balle d'arme légère pouvait le faire exploser. La production du 302 débute en avril 1942, et les 15 premiers de série sont testés au combat en Crimée près de Sébastopol. 2 parviennent à détruire des retranchements soviétiques, mais 7 sont détruits par l'artillerie, tandis qu'un autre est immobilisé avant d'avoir atteint sa cible et doit être déclenché prématurément. Un bilan des plus mitigés, vous en conviendrez. Pourtant, le commandant du bataillon se montre enthousiaste et écrit dans son rapport « Il est demandé à tous les états-majors concernés d'accélérer la production, afin que l'avantage de l'Allemagne sur les puissances ennemies en matière de véhicules télécommandés soit non seulement maintenu, mais accru. » Au total, pas moins de 2650 Goliath 302 seront produits et utilisés sur tous les fronts. Mais l'expérience démontra rapidement que le 302 possédait plusieurs défauts majeurs. Premièrement, il est très coûteux à produire, surtout pour un engin à usage unique, environ 3000 Reichsmark. Pour donner une idée, un char Panther coûtait 143 912 Reichsmark, un canon 88 mm Flak 33 600 Reichsmark et un Panzerschreck 70 Reichsmark. La quasi-totalité du prix provenait de ces 2 moteurs électriques. En plus d'être coûteux, les batteries étaient difficiles à entretenir et à recharger sur le terrain. Rappelons que le prototype de Kegress avait été conçu pour attaquer la ligne Siegfried depuis les positions françaises. Les contraintes n'étaient pas du tout les mêmes. Il fut alors décidé de développer une nouvelle version, le 303A. Le changement principal vient du remplacement des moteurs électriques par un moteur à essence 2 temps Zundap SZ7 de 12,5 chevaux spécialement conçu. Cette modification n'améliore pas la vitesse, qui reste de 10 km/h, mais son réservoir de 6 litres fait passer l'autonomie de 1500 mètres sur route et 750 mètres en tout-terrain à 12 et 8 km. A noter toutefois que le câble de commande reste de 650 mètres. Le moteur peut également être débrayé, ce qui permet de pousser ou de tracter le Goliath si nécessaire. C'est un gain de praticité important, mais en contrepartie, la marche arrière est supprimée. Et qui dit moteur thermique dit aussi bruit, réduisant ainsi l'effet de surprise. On reconnaît immédiatement le 303A au démarreur à manivelle situé à l'avant, à la prise d'air sur le dessus destinée au refroidissement du moteur, ainsi qu'au conduit d'échappement rectangulaire placé sur le côté gauche. Il est aussi légèrement plus long, passant de 1,50 m à 1,65 m. Ce gain de volume, combiné à l'espace et au poids économisé grâce à la suppression des batteries, permet d'augmenter la charge explosive à 75 kg tout en conservant un poids total similaire. La garde au sol passe également de 11,4 cm à 16 cm, améliorant les capacités de franchissement jugées insuffisantes qui passent de 60 à 85 cm. Enfin, le blindage frontal est doublé, atteignant 10 mm afin d'augmenter ses chances d'atteindre sa cible. Et malgré toutes ces améliorations, le prix de production est divisé par 3. Au total, 4604 SDK FZ 303A seront produits entre avril 1943 et septembre 1944, tandis que la fabrication du 302 cesse en janvier 1944. Les Goliaths sont alors utilisés sur pratiquement tous les fronts, notamment durant la bataille de Kursk en 1943, dernière grande offensive allemande sur le front de l'Est, mais aussi lors des débarquements alliés en Italie à Anzio, en Normandie et dans le sud de la France en 1944. Déployés de manière défensive sur les plages afin d'approcher les péniches de débarquement et d'exploser à proximité, ils se révélèrent cependant largement inefficaces. Les bombardements alliés coupèrent fréquemment leurs câbles de commande, quand ils n'étaient pas rongés par l'air marin. À tel point qu'il n'existe aucun témoignage de pertes alliées causées par ce que les soldats surnommaient les chars scarabées lors du débarquement de Normandie. Hormis bien sûr des accidents dus à des manipulations imprudentes. Les Goliaths connurent, semble-t-il, un peu de succès lors de la bataille d'Anzio. Ils furent également déployés par les SS durant l'insurrection de Varsovie, là aussi avec bien peu de succès. Les Polonais ayant rapidement cerné la faiblesse de cet engin, coupaient simplement le câble de commande avant qu'il n'atteigne sa cible. Ce qui ne découragea pas les Allemands de développer une ultime version, le 303B. L'objectif était d'augmenter la puissance en portant la charge explosive à 100 kg.
Pour cela, l'engin est allongé d'1 centimètre et élargi de 7, ce qui lui permet, en plus de franchir une tranchée d'1 mètre. En échange, il est notablement plus lourd, passant de 370 à 430 kg. Certaines sources indiquent également une vitesse portée à 11,5 km/h, alors que la motorisation reste identique. La production débute en novembre 1944 et prend fin en janvier 1945, avec seulement 325 exemplaires produits. Si la propagande nazie présenta le Goliath comme une arme révolutionnaire, capable de détruire n'importe quel char sans exposer ses soldats, dans la pratique, son effet fut quasiment nul. Sa faible vitesse, combinée à son blindage quasi inexistant, le rendait facilement interceptable, même par des armes légères. Sa garde au sol réduite limitait fortement sa mobilité sur terrain difficile, tandis que son câble de commande constituait une vulnérabilité critique. En outre, sa charge explosive était relativement faible. Bien que cela suffise en effet à neutraliser n'importe quel char, à condition bien sûr de l'atteindre, sa production et son déploiement demandaient beaucoup d'efforts pour un bien faible résultat. Avec cet engin, les Allemands se trouvaient en réalité face à un paradoxe insoluble. Le Goliath était trop encombrant pour être facilement manipulable, tout en étant trop petit pour emporter une charge explosive suffisante. D'ailleurs, les soldats allemands eux-mêmes ne se faisaient aucune illusion. Non seulement il fallait trimballer un engin de plusieurs centaines de kilos à usage unique et susceptible de vous exploser à la figure au premier tir ennemi, mais en plus il faisait régulièrement des victimes en raison de dysfonctionnements et d'erreurs de manipulation. Ce n'est donc pas un hasard si sur les 7569 Goliath produits en presque 3 ans, il en restait 6324 en stock à la fin de la guerre. Les Alliés en capturèrent en masse et les trouvèrent parfois presque divertissants, mais ils conclurent rapidement qu'ils n'avaient que peu de valeur militaire. Le concept de drone kamikaze retomba alors dans l'oubli pour de nombreuses décennies. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.